Merci beaucoup, Éléonore. Vous restez avec nous, puisqu'on va maintenant accueillir Jean-Marie Besse. Je vais vous demander de nous rejoindre maintenant, puisque vous pourrez intervenir à l'issue de chacune des tables rondes. Vous pouvez vous placer, oui, ou là-bas, ou ici, comme vous voulez, Éléonore. Et ça tombe bien, ce que vous nous disiez à l'instant sur les jeunes, puisque c'est d'ailleurs la première thématique. Effectivement, dans le rapport, ça paraît de manière assez criante que effectivement certains jeunes sont décrochés. On l'a vu au moment du confinement, parce que s'ils utilisent quotidiennement leur smartphone, la compétence et la familiarité avec un ordinateur pour un usage non ludique ne sont pas évidentes pour certains. Les tâches propres à faciliter l'accès à l'éducation et à l'orientation ne semblent pas toujours, en tout cas, maîtrisées. On va en parler avec nos deux intervenantes qui vont nous rejoindre maintenant. Anne Rebout, bonjour, directrice du SUIO, Service universitaire d'information et d'orientation, et Catherine Lemonnier, qui est chargée de mission à la DAN, la délégation académique au numérique éducatif. Bonjour Jean-Marie Besse également, je vous ai passé lui maintenant que vous êtes arrivé. Merci à Catherine Lemonnier et Anne Rebout de nous avoir rejoints. D'abord, ce sera un peu le schéma pour chacune des tables rondes. Éléonore, d'abord le rappel des préconisations sur cette thématique éducation et orientation. Donc on va commencer par rapport aux problématiques qu'on a soulevées, en tout cas enjeux et problématiques dans ce domaine-là. Donc le premier enjeu qui a été soulevé, c'est notamment l'équipement inégal des familles. Alors il est apparu de force pendant la crise sanitaire. Tout le monde n'a pas un ordinateur au niveau des foyers. Parfois il y a un ordinateur par famille. Ça a été compliqué pendant le confinement et avec l'école à la maison notamment, que tout le monde puisse se connecter, si notamment les parents sont en télétravail. Donc sur ça, la région quand même a engagé des actions dans ce sens, notamment avec des prêts d'ordinateurs pour les lycéens. Mais Emmaüs Connect nous rappelle quand même qu'il y a 8 millions de Français qui actuellement n'ont pas assez d'argent pour se connecter. Donc c'est l'équipement là pour le coup et un des freins en tout cas par rapport à l'électronisme au niveau de l'éducation. Deuxième enjeu, mais je vous en ai déjà parlé, c'est au niveau des compétences des jeunes, où on a finalement un usage très, très ludique du numérique, smartphone, un usage aussi ludique, on va dire plutôt de l'ordinateur. Mais ce qui pose problème notamment dans le cadre de l'orientation, et je pense qu'on va en reparler plus précisément, difficulté de trier les informations, de rechercher des informations, l'interface, je prends l'exemple aussi de l'interface de Parcoursup qui parfois n'est pas forcément très, très simple d'utilisation pour les jeunes, alors qu'elle semblait en tout cas adaptée. Les salons d'orientation en dématérialisé qui n'ont pas forcément eu grand succès aussi auprès des jeunes. Donc là, c'est vrai qu'il y a la mise en place du PIX qui est déjà en cours, il me semble, au niveau de la classe des 3e et 1ère. Mais il y a quand même certification. Certification, oui, pardon, PIX. Donc il y a vraiment un levier en tout cas sur les compétences des jeunes. Et puis troisième levier qu'on a mis en avant et qui fait partie aussi de l'éducation et on va dire du trépied de l'éducation, c'est toutes les compétences liées aux enseignants et aux parents. C'est vrai qu'on a tendance à dire en tout cas que les enseignants sont prédisposés à savoir utiliser les outils numériques, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il va falloir aussi accompagner les enseignants à ça, parce que peut-être qu'on va aller aussi vers développer en tout cas ce genre de pédagogie. Et puis les parents, bien évidemment, ce sont des acteurs aussi incontournables dans la scolarité des élèves. Et bien évidemment, les parents se retrouvent parfois dans les mêmes difficultés et mêmes caractéristiques, on va dire, de la population générale, avec des mêmes facteurs, l'âge, pourquoi pas la catégorie socio-professionnelle, d'illettrisme, etc., etc. Donc au niveau des deux préconisations qu'on a retenues pour cette thématique, c'est tout simplement prévenir et lutter contre l'électronisme au lycée. Alors pour le coup, ça fait très général, mais je vous explique un petit peu plus ce qu'il en est. Donc l'objectif, c'est quand même contribuer à améliorer les compétences numériques des lycéens et notamment sur un usage professionnel. Pérenniser, favoriser la médiation numérique au sein des lycées. Mettre en place des ateliers dans les lycées et s'appuyer sur des acteurs du territoire qui proposent déjà des actions sur de la médiation numérique notamment.
Et puis la région a certaines actions éducatives, et il y en a une qu'on a retenue qui s'appelle les usages des nouvelles technologies et la prise de conscience des risques d'Internet et de l'usage des réseaux sociaux, où on pourrait avoir un focus et une amplification des actions sur cette action éducative. Et puis la deuxième préconisation qu'on avait mise en avant, c'est accompagner les parents à l'usage du numérique. Pourquoi pas faire des ateliers d'accompagnement numérique ? On sait qu'il y a certains financements qui existent déjà, donc il y a déjà des choses qui sont mises en place qu'on pourrait déjà réutiliser et amplifier. Et bien évidemment, cela devrait se faire entre l'établissement, les parents, les acteurs et les acteurs locaux. Voilà sur les deux préconisations que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup. Catherine Lemonnier, d'abord, qu'est-ce qui vous a, pardon de l'expression, mais un peu sauté à la figure pendant le confinement, à la délégation numérique académique? Alors le micro, en fait, il marche très bien, vous le posez juste sur votre menton et ça marche parfaitement. C'est voilà. Parfait. Merci. J'ai les mêmes constats et les mêmes effarements que vous avez soulignés. Le micro. C'est que la crise Covid a mis un coup de projecteur effrayant sur une réalité qui était là, mais on pouvait à la limite composer sans. Le fait que la Covid et la crise sanitaire a renvoyé la scolarité pour partie à la maison a fait que le numérique était pour le coup un outil indispensable et on ne pouvait pas contourner ce qui était sous-jacent et ce qui apparaissait quand même, c'était un peu visible. C'était bien sûr visible, mais l'enseignant pouvait faire cours en classe en contournant le numérique. Dès lors que la scolarité se fait à distance, le numérique devient indispensable, ne serait-ce que pour envoyer les devoirs, pour récupérer les devoirs. Nous avons eu des retours de terrain, mais totalement effrayants, sur l'incapacité pour certains élèves à renvoyer un devoir correctement. À titre anecdotique, la réponse au devoir pouvait être dans l'objet du message ou avoir une photo d'une copie, ce qui fait que l'enseignant se retrouvait avec, pour peu qu'il ait plusieurs classes, des centaines et des centaines d'emails à gérer, ingérables, alors que en apprenant en classe tout au long de la scolarité à utiliser les outils numériques appropriés, je pense que dans des situations terribles comme celles que nous avons vécues, et j'espère que nous ne revivrons pas, c'est pas gagné. Il n'y a rien d'assuré, mais les compétences numériques, ce sont des compétences qui se travaillent sur le long terme. Ouais. Et ce qui a complexifié aussi les choses, c'est que finalement chaque enseignant avait un peu son outil différent, quoi. Donc les élèves étaient complètement perdus. On s'est retrouvés dans une situation d'urgence. Les enseignants ont fait un maximum pour essayer de faire fonctionner le système, et ils se sont parfois épuisés. Mais l'autre fait saillant qui nous a sauté à la figure, c'est le manque d'harmonie et de cohérence dans beaucoup d'établissements où chaque enseignant essayait de trouver l'outil adapté qui puisse répondre aux problèmes. Là où il y avait déjà une culture d'harmonisation, de cohérence, un travail autour de l'ENT, excusez-moi, je vais dire des gros mots, l'espace numérique de travail. Donc pour le secondaire, c'est illico, pour le primaire, c'est iPrimo. Quand il y avait déjà des usages installés d'utilisation de ces outils, ça allait déjà beaucoup mieux. Ce qui fait que après le fort confinement, quand il y a eu des retours un peu sur le terrain, ça a été l'urgence, c'est pour les établissements, c'est de s'organiser, d'harmoniser pour pouvoir tirer tous dans le même sens et faire que les élèves ne se perdent pas dans les outils et les parents encore moins. Donc ça, c'est une vraie recommandation, c'est de coordonner les usages et les outils. Et depuis, on le faisait déjà avant, mais pour le coup, là, on a vraiment des arguments forts pour porter cet argument. On incite vraiment les établissements scolaires, donc les chefs d'établissement et les enseignants, à monter un comité de pilotage numérique sous la responsabilité du chef d'établissement, bien entendu, pour dégager une cohérence dans les pratiques des uns et des autres pour que les élèves ne se perdent pas.
Vous avez fait le constat, comme on le disait tout à l'heure, d'un manque de maîtrise des outils de la part des jeunes. Très clairement, c'est très Qui maîtrisent très bien le hétérogène. jeu vidéo, mais pas forcément l'envoi d'AML. C'est ce que vous disiez, la différence entre les usages ludiques et les usages, j'allais dire, sérieux, scolaires, et ça n'a rien à voir. Les usages fonctionnels, scolaires, voire administratifs, vous parliez de Parcoursup, ça n'a rien de très ludique, tout ça. Ça s'apprend, et il faut prendre le temps d'apprendre, et ça nécessite du temps. Ce qui joue en faveur de ces arguments de travailler les compétences numériques, c'est qu'il y a eu la parution, là pour le coup officielle, d'un cadre de référence des compétences numériques, nouvel acronyme, le CRCN, et c'est extrêmement important. Et ce CRCN balaye 5 domaines que vous avez relevés dans votre étude. Il y a à la fois l'information et les données, savoir faire des recherches, savoir communiquer, partager de l'information, savoir créer des contenus, savoir protéger et sécuriser son espace numérique, et puis connaître son environnement numérique, là les enjeux un petit peu plus techniques. Anne Reboux, sur la non-maîtrise, effectivement, parfois par certains jeunes, il y a un témoignage dans l'étude qui est effarant, enfin, de votre part d'ailleurs. Vous dites, parce que là on parle des lycées ou des collèges, mais vous dites que même en master, certains ne savent même pas maîtriser une page d'un site internet. Oui, mais cet exemple, il était tiré directement de l'utilisation de la plateforme donc Career Center de l'Université de Nantes, qui est une plateforme donc de collecte de stages, d'offres de stages et d'emploi. Et effectivement, on avait observé donc en présentant cette plateforme que l'habitude de l'appli est telle que finalement on a une recherche et on attend une solution. Et donc l'affichage de la page n'est pas forcément exhaustif. Et donc on s'apercevait que les étudiants disaient ben non, il n'y a rien pour moi, parce qu'en fait ils ne descendaient pas dans les contenus. Pas, quoi. Ouais. Exactement. En master. Ouais. Ah oui. Alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça, c'est faux. Mais quand même. Mais on non, mais c'est fou quand même. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir. Alors, ça veut dire que donc il y a une nécessité d'une éducation, d'une formation à des usages professionnels et moins ludiques. Enfin, en tout cas. Alors moi, je ne sais pas si c'est ludique le mot. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est effectivement la prééminence de la réflexion, enfin de l'usage de type appli. Oui. C'est-à-dire, l'appli, c'est pas forcément ludique, c'est aussi pour avoir son tram mais en tout cas, c'est une demande, une réponse. Et cette immédiateté attendue, elle n'est vraiment pas compatible avec notamment avec notre champ de travail autour de l'orientation, de la réflexion et elle n'est pas compatible non plus avec un regard critique sur la solution proposée. Donc ça, c'est des questions, nous, qui nous interpellent. Et en même temps, si je puis me permettre, les acteurs, enfin je dis vous, mais tout le monde, on court à la simplification parce que justement on veut s'adapter aux usages ludiques de ces jeunes, donc on fait des sites les plus simples possibles, on leur mâche le travail finalement, donc on les aide pas. C'est ça, il y a une espèce, moi je pense, de complexe autour de la question du digital native. Alors lui, le digital native a un complexe de ne pas forcément être au clair avec le numérique puisqu'il est réputé l'avoir biberonné. Bien sûr. Et les adultes, enfin ils sont aussi adultes, mais les vieux, on va dire, on est complexés par rapport à ce qu'on présuppose de leur maîtrise totale des usages. Et du coup, effectivement, on court après quelque chose qui va correspondre à ce qu'on pense être leur attente. Je vous avais donné cet exemple. Il y a 3 ans, on nous disait, vous savez, les jeunes, il faut leur parler avec des vidéos. C'est vraiment ça qui passe. Ils lisent pas, il faut faire des vidéos. Et surtout, pas des vidéos de plus de 3 minutes. D'accord, on a fait ça. Et cette année, on nous dit, faites des vidéos, mais attention, pas plus d'1 minute. Alors, ça pose question, en fait, sur les contenus qu'on va être amené à développer dans l'avenir. Donc on tire vers le bas, alors ? On va vers une simplification qui n'est pas, qui ne correspond pas effectivement aux questions que nous on est appelés à accompagner.
Quand ils font des recherches sur Internet, par exemple, pour leur orientation, ils savent chercher, hiérarchiser les bonnes informations, aller sur la deuxième page alors qu'il y en a qui ne regardent que la première. Voilà, la plupart des recherches se font par mots-clés, des mots-clés qui sont ceux de l'usager, qui ne sont pas forcément... ça, dans le rapport, c'est dit à un moment donné, par exemple, DUT carrière sociale, ce n'est pas un mot-clé. Donc, la plupart vont travailler par mots-clés sur Google et n'utiliser que les premiers items qui sortent. Donc, effectivement, là-dessus, il n'y a pas d'analyse, pas d'esprit critique, pas de réflexion en fait sur la pertinence de l'information par l'usager. Et puis évidemment, du coup, ça pose question. Oui, Catherine Lemonnier. Oui, cet argument est bien sûr dans le CRCN. Je voulais souligner le gros travail de terrain que font les professeurs documentalistes, dont c'est le cœur de métier justement d'apprendre aux élèves à faire des recherches et d'avoir un regard réflexif sur ce qu'ils trouvent. Et c'est vraiment un chantier très lourd et très difficile à explorer. Dans le CRCN, on leur apprend, enfin, il y a d'ailleurs une maîtrise de la hiérarchie de l'information, on leur apprend à avoir un regard critique ou pas le CRCN, c'est un cadre de référence. C'est un cadre qui s'applique à tous les enseignants. Ce n'est pas un programme d'une discipline. Donc tous les enseignants sont invités à ne pas faire des choses en plus, mais à avoir ce filtre CRCN sur les activités pédagogiques qu'ils ont déjà en classe et de pointer sur ce qu'ils font déjà à l'aide du numérique, telle ou telle compétence. Ça, c'est un travail j'allais dire, transversal de fond qui peut être commencé dès le primaire. Il y a plusieurs niveaux il y a une gradation dans les activités proposées dans le cadre de ce CRCN. Vous parliez tout à l'heure de la plateforme PIX. Est-ce qu'on en mesure les bienfaits, les effets? Alors, là, c'est un petit peu trop tôt, puisque de toute façon, c'est tout récent et la crise Covid a mis un petit peu un frein sur la mise en place. Cette année, tous les élèves de 3e doivent passer la certification PIX et tous les élèves de terminale. Mais c'est une photo à l'instant T. Et c'est juste un outil de certification. Ça serait peut-être un petit peu trop rapide d'en dégager un vrai niveau de compétence, parce que la compétence, c'est savoir faire quelque chose, mais dans des contextes d'utilisation différents, dans des situations de vie différentes. On peut savoir chercher une information pour répondre à un item de la plateforme PIX, mais est-ce que dans un autre contexte, on sait le faire? Ça, on n'aura pas la réponse. Ça donne juste un aperçu, mais ce serait présomptueux d'en dégager un réel niveau des élèves. Pardon. Oui, je vous en prie, allez-y, continuez. Sachant qu'en plus, le profil PIX, enfin je veux dire le compte PIX, c'est un compte personnel de l'élève. L'établissement ne voit pas ce que l'élève a comme niveau. L'élève peut partager avec son enseignant, généralement l'enseignant demande pour savoir un petit peu où les choses en sont, mais ce n'est pas un outil institutionnel éducation nationale. Chaque élève a son compte, au même titre que des adultes peuvent avoir leur compte, s'entraîner et demander une certification. Les étudiants le font à l'université, et bientôt, très bientôt, là en ce moment c'est le salon Educatech Educatis, donc il va peut-être y avoir des annonces en ce sens. Il va y avoir un PIX Edu pour les enseignants. Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est pas évident du tout de travailler les compétences numériques en classe pour les enseignants, qui sommes de la génération des vieux. On a fait une petite enquête il y a très récemment sur l'utilisation d'Illico. Donc là, c'est un outil numérique particulier. Hein. La vie ne se résume pas à l'ENT. Mais on a, avec surprise, vu que les jeunes enseignants n'utilisaient pas très souvent les fonctionnalités pédagogiques d'Illico, parce que être jeune enseignant, c'est apprendre son métier, c'est prendre en charge une classe. Il y a tellement de choses à faire que le numérique, il fait aussi un petit peu peur. Cette uniformisation des outils nécessaires par les enseignants, par les établissements, Anne Reboux, vous êtes aussi de cet avis-là?
C'est-à-dire l'utilisation, tout le monde utilise les mêmes outils, comme ça les élèves au moins s'y retrouvent, quoi. Parce qu'il y a des profs qui utilisent Pronote par exemple pour alors y mettre moi je ne suis pas du tout ancrée Oui. sur le secondaire, hein, donc dans le supérieur, l'uniformisation des outils, je ne vois pas très bien comment c'est imaginable. Et puis moi je ne peux avoir un point de vue que sur le champ de l'orientation. Le champ de l'orientation, l'outil est déjà uniformisé, c'est Parcoursup. Hein. Donc, qui n'est pas facile, hein, parce que vous disiez déjà, ils vont pas forcément sur la deuxième page Google, alors sur un Parcoursup, c'est compliqué. Il faut Parcoursup, être accompagné. c'est un outil d'une richesse absolue, à condition effectivement de multiplier les clics et d'aller fouiller, chercher Eh oui. ce qui ne paraît pas être imaginable pour la plupart des gens qui cherchent. Donc il faut être accompagné. En fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas non plus viser une simplification permanente. Bien sûr. C'est que simplifier en permanence, c'est forcément, à un moment donné, trahir aussi la mission qu'on a d'accompagner. Et l'orientation, c'est extrêmement... Enfin, c'est impossible à simplifier. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous allez répondre à 5 questions, on va vous dire quel métier vous allez faire. C'est le fantasme permanent, ça. Hein. Le fantasme en orientation, c'est effectivement le questionnaire d'intérêt. Hop, ça débouche sur la formation qui va bien. Et ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on va remplacer ce qui était avant la délivrance du conseil. Ça a été assez décrié. Hein. Délivrance du conseil, ça voulait dire derrière qu'il n'y avait pas d'appropriation du conseil et que donc on pouvait toujours incriminer ceux qui avaient délivré le conseil en cas d'échec ou d'impasse. Aujourd'hui, on voudrait remplacer ça par une solution. Une solution, c'est aussi un conseil délivré. Hein. C'est pas mieux. Hein. Donc en fait, on a toujours besoin de cette interface d'accompagnement. L'accompagnement, c'est vraiment se poser à côté de la personne et l'aider par un acte miroir à travailler et à s'approprier sa décision. Alors le numérique a des tas de vertus, mais ne peut pas offrir une solution simple sur ce qui doit être un cheminement. Beaucoup de fantasmes sur le numérique. Oui. Anne Rebout, d'ailleurs, la dématérialisation des portes ouvertes, des salons d'orientation, etc., ça s'est passé comment? Grand succès ou flop? Ah bah, grand succès. Non, ça a été un énorme travail pour les équipes, parce qu'il a fallu très très vite adapter une solution, et un flop total au niveau des publics. C'est-à-dire en termes de volume déjà, hein, peu de publics se sont appropriés les plateformes dématérialisées. Donc, Salon de l'étudiant à Nantes, c'est à peu près 30 000 visiteurs sur 2 jours. Nous, on voit énormément de gens sur 2 jours. Là, on a vu 800 personnes uniques, visiteurs uniques, et on était les grands gagnants de la version numérique. Donc, imaginez d'autres structures. Et puis, on s'est aperçu aussi que ceux qui acceptaient en fait les Zooms, puisque sur le salon de l'étudiant, on proposait donc des visios, hein, eh bien, c'était les parents. Et les jeunes, eux, n'acceptaient pas du tout les Zooms, ne les prenaient pas, ils étaient sur le chat. Un chat, moi, ça m'a quand même assez impressionné, un chat qu'ils utilisent comme nous, on utiliserait du mail, c'est-à-dire, j'envoie une question sur le chat, nous, bêtes, on répond. Mais c'est qu'une heure après qu'on va avoir la réponse. Parce qu'en fait, il s'est passé je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Mais ils préfèrent le face-à-face. Enfin, ils vous le disent, d'ailleurs. Ils préfèrent largement le face-à-face. On a fini par, avec les jeunes, on a fini par leur demander à chaque fois un numéro de téléphone, on leur téléphonait. Et là, on avait un dialogue. Bon, bah, c'est quand même clairement qu'ils attendent effectivement une relation interpersonnelle. Ce qui se passe via l'écran n'était pas... pour eux, sécurisant, n'était pas une bonne solution. Allez, en dernière question, avant que Jean-Marie Besse peut-être boucle tout ça, vos préconisations à vous, l'une et l'autre, allez, une peut-être que vous souhaiteriez qu'il soit mise en place pour aider les jeunes qui maîtrisent... Il faut d'abord, en préalable, qu'on arrive à engager les enseignants pour travailler les compétences numériques dans toutes les disciplines. Anne Rebout. Alors, moi, je ne suis pas pédagogue, mais j'adorerais qu'on développe l'esprit critique dans l'usage du numérique. On n'a pas parlé des parents, Catherine Lemonnier. Il y a un travail aussi à faire auprès d'eux, c'est une des recommandations du CESERD. D'un point de vue rectorat, nous, on ne travaille pas sur le public parent. Sauf que on travaille vers les enseignants et donc vers les élèves
en espérant que ce qui touche l'élève touchera aussi la famille. Si les élèves arrivent à travailler des compétences numériques, ça peut-être rejaillira dans la famille. En revanche, l'éducation nationale au plus près du territoire, c'est-à-dire dans les établissements scolaires font beaucoup d'efforts et travaillent avec les partenaires locaux pour monter justement ce dont vous parliez tout à l'heure, des ateliers d'accompagnement des parents. Parce que la crise Covid aussi a montré que le soutien, la parentalité est extrêmement importante, notamment au collège, pour les plus jeunes enfants, et voire même au lycée, parce que les parents des lycéens sont très impliqués dans la scolarité de leurs jeunes, ce qui est totalement légitime. Et de nombreux établissements scolaires réfléchissent à monter des petits ateliers, café des parents ou autres, café numérique. Et je vous rejoins sur l'esprit critique, c'est essentiel aussi. Jean-Marie Besse, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas si vous allez parler beaucoup d'électronisme, parce que ce n'est pas un mot que vous aimez beaucoup. Pardon ? Électronisme, ce n'est pas un mot que vous utilisez beaucoup, je crois. Je n'aimais pas non plus beaucoup le mot illettrisme, mais comme c'est comme cela que les politiques publiques se mettent en place, je m'y suis fait. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre avec nos deux invités ? Alors, oui, bon, je crois que vos deux interventions complètent effectivement ce que le rapport du Césaire mettait déjà en évidence. Je crois d'abord, le premier point, c'est vrai que cette crise sanitaire a été un révélateur qui nous a tous, au niveau où chacun nous sommes, particulièrement bousculés et mis en évidence que des solutions palliatives qu'on commençait à préparer tranquillement en se disant on a du temps, eh bien, ces solutions-là, d'un seul coup, elles ont explosé. Donc, on s'est trouvé face à des vrais problèmes. Et moi, je voudrais, de la place qui est la mienne, simplement essayer de réfléchir en écho à ce que vous avez dit, à ce que j'ai aussi vu dans, je vais le dire comme je le pense, l'excellent rapport du Césaire. Je le dis maintenant, mais je serais peut-être amené à le répéter. Je trouve que de mon expérience, ça fait quand même presque une quarantaine d'années que je travaille sur ces questions, j'ai lu quand même beaucoup de rapports, et celui-là me paraît un des meilleurs. Aussi parce qu'il essaie de s'ancrer du côté des propositions. Bon, alors je vais être obligé de me mettre au même niveau. C'est là où ça va être difficile. S'agissant tout d'abord des lycéens, des collégiens, il me semble que l'un des points que cette crise a fait apparaître, c'est la fragilité de leur rapport au savoir disposé sur Internet. Ce qui m'a frappé, c'est la facilité qu'ils avaient lorsqu'ils avaient trouvé des documents sur Google, enfin prenons Google parce que c'est le plus connu souvent, mais il y en a d'autres. Quand ils avaient trouvé un document qui répondait à une question sur laquelle leur professeur les avait invités à travailler, d'emblée, le document est considéré comme vrai. Alors ça, c'est quelque chose qui nous vient de l'autre culture dans laquelle la plupart d'entre nous sommes encore, c'est la culture littéraire, la culture aussi de l'écrit. Pour nous, l'écrit, c'est vrai que c'est quand même plutôt l'endroit où l'on trouve ce qui est solide, ce qui est vrai. Or, une des grandes difficultés entre l'écrit et Internet, et en particulier la facilité d'accès à Internet aujourd'hui, c'est que la première chose à faire quand on a un document sur Internet, c'est d'en discuter la pertinence, d'en discuter l'origine et de le comparer. Et ça, je crois que les lycéens ont été confrontés à ça. Beaucoup d'entre eux ont été amenés à considérer que tout était... J'ai un exemple pour vous dire. Pendant la crise, dans les contacts téléphoniques que j'ai eus avec beaucoup de gens, j'ai eu une personne que je connais qui travaille dans un lycée qui me disait une jeune étudiante d'origine africaine avait soutenu devant son prof que Mandela était quelqu'un d'absolument détestable. Et elle avait des arguments pour montrer que Mandela était quelqu'un de détestable. Et le professeur a essayé de comprendre d'où venait cette position. Et en fait, d'un site trouvé sur Internet que cette étudiante avait considéré comme sérieux, sans s'apercevoir à un moment que de sa propre histoire, elle aurait dû quand même se mettre en doute ce document. Voilà. Donc là, c'est la force d'Internet. Il me semble que
Ça, c'est ce que cette crise nous a fait sentir, c'est qu'Internet est très puissant au niveau de l'imaginaire et de la croyance des lycéens. Je ne parle pour l'instant que des lycéens, je ne suis pas sûr que dans la société dite adulte, ça soit tellement différent. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Pardon, excusez-moi. J'ai plus l'habitude, depuis que je suis à la retraite, de parler devant des amphis, j'en suis désolé. Je vais essayer de faire un effort. Donc la culture classique des enseignants, là c'est l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que la grande majorité des enseignants, en gros, au-dessus de 35 ans, restent quand même des enseignants formés à l'université. Et nous, universitaires, nous avons essentiellement aussi une culture classique, c'est-à-dire une culture par les livres, par les références, par la critique des livres. Et l'un des problèmes de la crise de 2020-2021, c'est que beaucoup d'enseignants, je crois, ont été amenés à changer de référent, de logiciel en quelque sorte interne, et que cela a été assez difficile pour eux, et que beaucoup d'entre eux se sont trouvés démunis. Mais ce que l'on peut aussi constater globalement, c'est que la grande majorité d'entre eux s'y sont mis. Et c'est là où je vous ai écouté tout à l'heure sur l'un des constats que j'ai fait, c'est sur l'importance au niveau des lycées et des collèges de ces médiateurs transversaux que sont les documentalistes. J'ai découvert que dans un lycée, le documentaliste ou la documentaliste pouvait être en effet un élément central, central et par rapport aux élèves et par rapport aux enseignants. Le nombre d'enseignants qui viennent dans certains centres de documentation avec leur ordinateur pour essayer de demander comment on peut faire pour se servir de tel ou tel logiciel est assez important, paraît-il, mais aussi les parents. Donc dans les expériences que j'ai un peu consultées avant de venir chez vous, je me suis rendu compte qu'il y avait des lieux déjà, il y avait des référents numériques, il y avait des comités d'orientation, et ça me paraît très important. Juste, Madame Lemonnier, vous vouliez dire un mot? Juste pour une petite précision, les collègues auxquels vous faites référence, donc les documentalistes, ce sont des professeurs documentalistes. Ils sont enseignants au même titre que les enseignants des autres disciplines, à ceci près qu'ils n'ont pas la même organisation de leur temps pédagogique avec une classe pendant 1 heure, etc. Mais ils font un vrai travail pédagogique avec de très nombreux élèves et ils ne sont malheureusement pas suffisamment nombreux pour travailler correctement de fond l'esprit critique et les analyses des documents auxquels les élèves sont confrontés. Et les RUPN auxquels vous faites référence, ce sont les référents aux usages pédagogiques du numérique. Ce sont également des enseignants qui, en plus de leur temps de travail dans leur discipline, ont une mission d'accompagnement des collègues aux usages pédagogiques du numérique. C'était juste une petite D'où l'intérêt précision. pour eux peut-être d'harmoniser les pratiques dans les établissements. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être leur rôle. Voilà, en tout cas. on les invite fortement à conseiller leur chef d'établissement, parce que le référent numérique, c'est un enseignant, il n'a pas d'autorité, et heureusement. On l'invite à conseiller son chef d'établissement pour qu'il y ait cette dynamique d'harmonisation, de cohérence, pour tirer tous dans le même sens et mettre une synergie, et pourquoi pas intégrer des cafés parents, des cafés élèves, pour faciliter l'appropriation du numérique par tous. Merci. Une dernière remarque, mais que je vais juste lancer parce que je pense qu'on va la retrouver toute la matinée, c'est le terme de simplification que vous avez utilisé par rapport au site. Qu'est-ce que ça veut dire que simplifier? Est-ce que c'est comment se mettre à la portée de tous les utilisateurs potentiels des sites? Et c'est vrai pour le collège et le lycée, c'est vrai aussi pour l'ensemble des sites professionnels et administratifs. Merci beaucoup. Merci Anne Rebout et Catherine Lemonnier. Merci pour cette intervention. Je vous laisse regagner votre place. Alors, le virage numérique s'est aussi engagé dans le champ de la formation professionnelle depuis plusieurs années maintenant. Mais pardon? Ah oui, des questions, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, vous avez raison. Il faut peut-être vous laisser poser des questions. Moi, je m'emballe. Allez-y, vous pouvez rester là éventuellement si vous voulez répondre d'ici s'il y a des questions qui vous concernent. Des questions, je vous en prie, avant de parler de formation. Madame, bonjour. Alors, vous avez un micro devant vous et vous appuyez sur le bouton rouge. Très bien. Rouge. Bonjour, madame. Bonjour, Caroline Saliou. Je représente les parents d'élèves de l'enseignement catholique.
J'ai donc participé, je siège au Césaire, j'ai donc participé à ce rapport qui, pour nous, a été un rapport extrêmement riche. On s'est vraiment senti, on est concerné par tous les rapports, mais celui-ci particulièrement. Alors, on a beaucoup parlé au cours de cette table ronde des parents d'élèves. C'est bien, mais on parle toujours à notre place. Et moi, je voudrais juste apporter une précision. Plusieurs des intervenants ont parlé de ce qui pouvait être fait dans les établissements pour aider les parents, puisque cette crise Covid nous a fait prendre conscience de la difficulté des familles face à ces outils. Alors, on en avait déjà conscience avant, mais là, ça a vraiment été une réalité douloureuse. Moi, je voudrais juste apporter la précision, c'est que, en tout cas pour ce qui nous concerne dans l'enseignement catholique, l'association des parents d'élèves qui accompagne les parents dans leur mission d'éducateur et les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, l'appel a mis en place un accompagnement pour ces familles. Un tas de projets ont été mis en place au sein des communautés éducatives, évidemment en lien avec les chefs d'établissement, les professeurs, mais j'aimerais que l'on n'oublie pas le travail de ces associations de parents d'élèves. Merci. Merci, madame. Questions ou commentaires? Non, pas de questions. Oui, je vous en prie. Bonjour à vous. Bonjour Florence, pour la case, pour le CRAGEP, le mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. L'intérêt de la présentation ce matin de ce rapport, c'est aussi de nous interroger sur les effets, vous l'avez dit, de la crise Covid sur la question du numérique et de l'électronisme, et de se dire quels freins et leviers, dans une période dont on sait que cette crise, si on peut parler de crise à partir du moment où elle dure, n'est pas terminée. On peut encore demain être dans des situations pour les enfants d'apprentissage à la maison. Quels leviers pourraient être les plus intéressants? Quelle attention devons-nous avoir, nous, au Césaire, puisque je suis membre du Césaire, dans la continuité du regard que nous portons sur ce sujet-là? J'aimerais pouvoir vous entendre à ce niveau, en termes de réflexion à mener maintenant dans la durée, au-delà du rapport. Monsieur Besse, vous voulez répondre, ou Anne Rebout ou Catherine Lemonnier? C'est plutôt vous qui êtes interpellé, peut-être, Jean-Marie Besse. C'est plutôt pour vous, je pense. Pardon? On va voir dans la matinée, je pense qu'on va reprendre la question. Vous reprendrez la question plus tard. D'accord. Vous y répondrez peut-être en conclusion? Prenez le micro, pardon, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. J'intégrerai dans une réflexion plus large. Oui. Très bien. Vous vérifierez, vous me direz. Madame, vous avez une question d'abord. Et puis ensuite, madame, merci. Bonjour à vous. Bonjour, Dominique Laperrière pour l'Union régionale des associations familiales. Commission 2. Oui, aussi. aussi. Je trouve extrêmement intéressant les apports qui ont été faits lors de la table ronde et notamment la dimension de simplification et de perte du coup de l'esprit critique. Comment simplifier pour que ce soit accessible à tous sans réduire le message et en gardant la complexité du message. Et donc, concernant la place des familles, je rebondis sur ce que disait ma collègue Caroline Saliou sur la place des parents, premier éducateur de l'enfant. Ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, mesdames, c'est la place des parents dans des cafés pédagogiques à l'intérieur du lycée ou des établissements. Ce qui permet d'autant mieux de rapprocher les familles et de les accompagner à accompagner leurs enfants, parce qu'on a bien vu que la crise, outre cette amplification du numérique, a creusé significativement toutes les inégalités, et dont celle-là. Et on s'est retrouvé avec des familles qui complexes et qui n'osent pas aller vers l'accompagnement de leurs enfants, surtout dans les lycées, puisque c'est le moment où l'autonomie des jeunes se met en place. Donc je trouvais cette proposition extrêmement intéressante. Merci. Madame Lemonnier d'abord, Madame Rebout ensuite. La difficulté parfois rencontrée par les établissements qui, un petit peu comme vous l'indiquiez tout à l'heure, qui déploient une énergie pour organiser
quelque chose à l'intention des parents, c'est que les parents, dans leur parcours personnel, parfois sont en indélicatesse avec l'école, et aller dans le cadre scolaire, c'est déjà un frein en soi. Et que très souvent, les établissements n'arrivent pas à toucher comme ils le souhaiteraient les parents qui sembleraient en avoir le plus besoin. Enfin, c'est très complexe comme sujet. C'est très, très, très difficile. Drogo. Alors, je rejoins complètement ce que vous dites, Mme Monnier, et on a cette question-là, elle est évidente à propos de Parcoursup, c'est-à-dire effectivement les gens qui se saisissent, les parents qui se saisissent de ce qui leur est offert pour comprendre et mieux accompagner leur enfant sont souvent, sont rarement ceux qui en ont le plus besoin. Donc on avait mis en place, je vous en avais parlé d'ailleurs dans la commission Césaire, on avait mis en place un lien avec l'accord, association métropolitaine qui a des lieux ouverts à tous dans toute l'agglomération. Pour nous, on apporte en fait une information sur Parcoursup aux animateurs de ces lieux qui, eux, vont pouvoir accompagner des familles qui viennent en fait simplement utiliser un ordinateur, voilà, et qui vont pouvoir accompagner des familles pour dédramatiser en fait la plateforme et dédramatiser l'accès au supérieur. Mais c'est un travail de fourmi et on ne va pas se raconter d'histoire, c'est extrêmement difficile d'accéder effectivement aux familles les plus éloignées de l'information. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie, bonjour. Bonjour, Sabine Lalonde, je suis élue au régional, je suis à la commission jeunesse, emploi, formation. Voilà. Alors je regardais dans les préconisations, il y a l'accompagnement pour les jeunes sur l'électronisme, il y a l'accompagnement pour les familles. Quid de l'accompagnement des enseignants? Parce qu'au moment de la crise Covid, c'est un peu, je me débrouille comme je peux. Chacun trouvant l'information lui-même pour pouvoir accéder, ou on avait aussi de l'entraide entre enseignants, on sait très bien tout ça, mais je vois que prévenir et lutter l'électronisme au lycée, donc je suppose que ça va être les enseignants qui vont le faire. Qui accompagne les enseignants pour le faire? Qui les aide? Catherine Lemonnier. Alors sur ce champ-là, je ne pourrais vous répondre qu'a priori l'éducation nationale, le rectorat, puisque c'est la compétence du ministère et pas la compétence de la région. Nous, à notre modeste échelle de la DAN, la délégation académique au numérique, désolé pour cet acronisme supplémentaire, on est un service qui dépend du rectorat, un service pédagogique, et on travaille avec le réseau des formateurs du numérique qui accompagnent les RUPN, et les RUPN accompagnent également leurs collègues en établissement. Ce maillage est très certainement, fut de toute façon insuffisant au regard des demandes générées par cette crise sanitaire, ça j'en conviens. On a essayé de faire le maximum avec ce dont on disposait dans les conditions que vous connaissez. Pour la préconisation à laquelle vous faites référence, lutter contre l'électronisme au lycée, je peux peut-être boucler avec l'initiative prise par la région de distribuer à chaque lycéen un ordinateur. Alors là, on est sur du factuel, du matériel. Ça veut dire aussi clairement, au regard de ça, qu'il va falloir accompagner les usages de ce matériel. Les élèves qui sont déjà numériques compatibles, qui ont déjà une pratique, on ne se fait pas trop de soucis pour eux, ils y arriveront coûte que coûte. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à accompagner les élèves qui sont le plus éloignés du numérique. Et le projet est totalement naissant, donc on apprend à marcher en marchant, si j'ose dire. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus que cela. Oui, les enseignants seront peut-être en première ligne pour répondre à des demandes si elles arrivent de la part des élèves. On est en train de construire un parcours de formation à distance qui sera vraisemblablement mis en inscription début février,
pour que des enseignants volontaires puissent être accompagnés, mais on est au tout début du projet. Merci, oui, je vous en prie, Eleanor. Je me permets juste de compléter par rapport à la préconisation qu'on a faite au niveau du Césaire. Donc, étant donné qu'on est au niveau régional, on a fait le choix justement de ne pas faire de préconisation par rapport aux enseignants, parce que c'est de la compétence du ministère. Donc nationale. Et si vous lisez bien la préconisation, c'est pour ça aussi qu'on les a voulu détailler pour pas qu'il y ait de confusion. Il est bien parlé de médiation numérique fait par des agents, par exemple, ou des gens qui sont formés. Et donc ça serait du domaine de la région et de la compétence de la région de tout simplement former des agents régionaux rattachés à des lycées pour la médiation numérique, pour ne pas avoir en plus à imposer ça au niveau des enseignants. Et pour finir, oui, très clairement, il y a un véritable enjeu de formation des enseignants au numérique. Et pour l'instant, il y a énormément de travail devant nous. Oui, M. Baudreau. Non, pas. Pardon. Oui, bonjour. Merci à tous pour cette présentation. Je représente Marc Maradour, je représente les employeurs de l'économie sociale au niveau du Césaire. J'interviendrai tout à l'heure à une prochaine table ronde. Et j'ai dirigé pendant un quart de siècle une association qui accompagnait des personnes en situation de handicap du 1er janvier au 31 décembre et 24 heures sur 24. Il est clair que on pourrait penser que ces personnes sont les plus éloignées des personnes en déficience intellectuelle, les plus éloignées de l'électronique. Je peux me permettre, parce que vous allez intervenir tout à l'heure, et je préfère que donner la parole, de rester sur l'éducation et l'orientation, vraiment. Donc je vais rester sur l'éducation. Ma question est là-dessus. C'est pour vous dire simplement qu'il y a des choses qui sont possibles à faire avec une collectivité. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure avec vous. Alors, ma question, elle est... Monsieur Bess a parlé tout à l'heure du manque de recul qu'avaient certains élèves en prenant l'exemple de Mandela tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, est-ce que vous observez un changement de posture des enseignants acceptant d'être les propres, non plus enseignants, mais apprenants de leurs propres élèves qui ont, pour certains, alors on s'éloigne de l'électronisme, mais qui ont pour certains des compétences qui dépassent celles des enseignants. C'est aujourd'hui, quelle est la posture des enseignants par rapport à une connaissance d'ivresse qu'ils ont, vous l'avez très bien décrit, et la connaissance, on va dire, numérique, certains élèves ou étudiants l'ont de façon beaucoup plus importante que leurs aînés. Vous me donnez combien là? Si je réponds pertinemment. Non, évidemment, personne n'a la réponse. Vous posez très bien le problème. Il y a un décalage important aujourd'hui entre le mode de relation au savoir des enseignants et celui de la grande majorité de leurs élèves. Ce que cette crise nous a obligés à regarder en face, et c'est urgent, c'est que les modes classiques ne fonctionnent plus. Donc, ce que nous avons là, c'est nous avons un certain nombre de témoignages informés de ces situations où parfois c'est de tel côté que le problème se pose, parfois c'est de notre côté. C'est vrai qu'il y a un défi qui se présente à nous. Parfois c'est sur une question, c'est l'élève qui va être plus avancé, parfois c'est le prof qui va être plus avancé. Il est clair que, évidemment, le métier d'enseignant, dans ces conditions, à mon sens, est à réinventer. À réinventer, est-ce que nous sommes là sur un terrain complètement vierge? Bon, de mon expérience un peu plus ancienne que si je regarde la couleur des cheveux, que la grande majorité des gens d'ici, moi, quand j'étais jeune enseignant, avant d'être à la fac, je faisais partie du mouvement Freinet. Chez Freinet, j'ai appris effectivement que la posture qu'il nous proposait était la posture qui est aujourd'hui celle dont on aurait besoin. Pour anticiper sur la question du handicap, qui est aussi un de mes terrains de travail depuis ma retraite, je travaille beaucoup avec des adultes en situation de handicap moteur. C'est vrai que si l'on veut les aider, il faut qu'on se mette à côté d'eux. Ça paraît tellement évident, on ne peut plus enseigner. Enfin, je veux dire, enseigner au sens de déverser un savoir, je crois que cette crise nous a montré que c'était terminé, quoi. Essayons de le faire autrement. Ça ne veut pas dire du tout que l'universitaire que je suis ne va quand même pas dire que notre savoir est nul. Non, nous avons beaucoup de savoir. Heureusement, il y a peut-être à inventer la manière dont notre savoir, nous pouvons le
transposer à un moment donné et en faire un outil que les étudiants, à quelque âge qu'ils soient, puissent avoir intérêt à consulter. Pourquoi ? Parce que peut-être notre rapport au savoir sera peut-être un rapport plus personnel, plus réfléchi, si j'ose dire plus intelligent que ce qu'on trouve sur la majorité des sites. Il y a beaucoup à faire quand même pour enseigner aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur, une dernière question ? Oui, merci Alain Durand. Donc, je suis personne qualifiée moi au Césaire et donc auparavant j'étais président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et puis de l'Union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production. Et donc à ce titre-là, je suis plutôt le grand témoin, mais également tous les autres personnes qui étaient à cette tribune, que je voudrais interroger. Il y a un lien qui est très intéressant dans le rapport, et félicitations Éléonore, entre la sociologie de l'électronisme et le mouvement incroyable qui a emmené le passage de l'illettrisme à l'électronisme en moins d'une génération. Une génération maintenant c'est 31 ans et 7 mois. Donc en moins de 30 ans, on est passé vraiment de l'illettrisme à l'électronisme. Et du coup, quand je fais des liens, où il me semble, sur la participation citoyenne, par exemple, on s'aperçoit que là aussi, il y a une sociologie qui est en train de s'instaurer. Fourquet en parle bien dans un certain nombre d'études de ces espèces de tribus françaises qu'on a maintenant, et avec les gilets jaunes, etc. Et on retrouve à chaque fois la même sociologie. Et du coup, cet éclatement entre ces différentes tribus est en train de grossir. Or, je pense qu'on va toujours aller vers un petit peu plus de moyens comme ça, dits de communication, qui sont des communications d'élite. C'est très bien indiqué d'ailleurs dans l'étude. Et il y a un truc qui m'a paru assez évident, parce que je connais les dom-toms via ma belle famille. 75% à Mayotte sont complètement... c'est un département français, c'est le 101e. Et je pense que les Antilles que je connais bien, on doit être certainement au-dessous de ces 75%, mais très au-dessus du pourcentage qu'on a ici en métropole. Donc c'est le grand témoin aussi que j'interroge là-dessus. Comment faire en sorte que cette sociologie de l'échec et du succès ne perdure pas, parce qu'on est en République. Je me demande si vous... C'est pas un grand témoin qu'il vous fallait, c'est un mage, c'est un prophète, c'est un... Non, plus sérieusement. Alors moi, je ne suis que psychologue. Hein. Oui, non, je veux dire que mon approche personnelle de ces questions, c'est une approche centrée sur la personne. Il se trouve peut-être... certains le savent, il se trouve que pour traiter de la question de l'illettrisme, qui est un peu ma référence première sur ces questions, j'ai été amené à travailler et avec des linguistes pour comprendre ce que c'est que la communication écrite, et surtout à travailler avec des sociologues. J'ai par exemple eu dans mon équipe quelqu'un comme Bernard Lahire. Vous voyez, donc on a quand même quelques possibilités de comprendre les données sociologiques. Pour ma part, c'est vrai que les questions que nous rencontrons aujourd'hui sont à l'articulation du culturel, du social, du générationnel et de la manière personnelle d'entrer en situation avec l'autre et le savoir. C'est dans ce carrefour-là que la question se pose. Et donc, moi, j'ai toujours, dans mes recherches, essayé de construire des équipes pluridisciplinaires, parce que j'ai toujours pensé qu'une seule compétence était insuffisante pour arriver à rendre compte de ça. Ça a été ma position de base sur l'illettrisme, et sur l'électronisme, je me rends compte que ça continue d'être la même chose. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut que nous rassemblions des forces autour de projets précis, autour de... Alors, moi, ce que j'entends un peu, et c'est aussi ce que j'ai constaté quand j'ai, depuis quelques années, commencé à travailler sur l'électronisme, il y a très très peu d'universitaires, il y a très très peu de chercheurs qui se préoccupent de ces questions. Déjà, sur l'illettrisme, nous étions... une des premières choses que j'ai faites il y a une quarantaine d'années, c'est proposer au National une étude comparative de tous les laboratoires de recherche qui, en France, pouvaient nous aider à travailler sur l'illettrisme. On l'a fait et ça nous a beaucoup aidé ensuite pour construire des programmes de recherche, pour construire des appels d'offres, etc.
Sur l'électronisme, je suis frappé par le fait qu'il y a très très peu d'équipes de recherche. Moi, j'en ai trouvé 2 en France. C'est pas assez par rapport à l'immensité de la crise. Il y a vraiment une urgence là aussi. Alors, on dépasse les compétences de la région. Mais votre question, effectivement, montre que la question qui nous est posée aujourd'hui est une question qui, par beaucoup de biais, déborde, effectivement. Mais déjà, à notre niveau à nous, et je crois que le programme du Césaire y invite, je pense qu'il y a déjà plein d'actions que vous pouvez mener, plein de projets. Et pour ma part, moi, je suis à la fois content d'être là avec un peu, peut-être, mon expérience, mais je suis aussi très curieux de savoir ce que vous allez pouvoir faire maintenant dans cette région par rapport à ça. Vous allez être bientôt l'un des grands témoins de la lutte contre l'électronisme. Merci beaucoup.